Welcome everyone. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre inscription auprès du webinaire Votre entreprise dans la région du Grand B, organisé par l'Association commerciale Hong Kong Canada avec le soutien d'Invest Hong Kong, DS Avocats et Investissement Québec. Alors, je vais commencer en attendant que tout le monde se joigne à nous avec et prendre le café le matin, quelques petits rappels d'ordre administratif et général pour ce webinaire. Alors, ce programme sera enregistré pour nos archives internes, éventuellement, potentiellement pour des fins de promotion et de diffusion. Tous les commentaires faits dans le cadre de ce webinaire ne représentent aucun point de vue, officiel. Les participants seront mis en sourdine pendant les présentations. Veuillez envoyer un message directement à l'autre pour toute question ou problème via le chat qui est en bas de votre écran ou en haut, dépendamment de votre fonctionnalité. Et ce webinaire sera principalement en français avec des sections en anglais, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions en anglais, français ou même chinois et je ferai le meilleur d'essayer de les transmettre auprès de nos panélistes afin qu'ils puissent les répondre. Vous pouvez utiliser votre fonction Q&A ou même le chat en bas, de préférence avec le Q&A afin que nous puissions centraliser là-dessus. Je m'appelle Cindy O et je suis la présidente nationale de l'Association commerciale Hong Kong Canada, le HKCBA. Par ailleurs, je suis associée chez DS Avocats et je suis spécialisée en droit des affaires et plus particulièrement en droit des sociétés, droit commercial, fusion-acquisition, droit immobilier et je pratique principalement en aidant des transactions nationales et internationales avec un accent particulier avec des questions liées avec la Chine et au Canada. Alors, assez par rapport à moi. Avant de commencer, je vais vous présenter par rapport à HKCBA et nos panélistes chevronnés. HKCBA est une organisation à but non lucratif établie depuis plus de 38 ans, dont la mission est de développer des relations commerciales entre le Canada et Hong Kong, ainsi que toute l'Asie, en utilisant Hong Kong comme une plateforme pour avancer cet objectif. Nous promouvons également un réseau d'affaires et communautaire solide au sein de nos membres à travers le Canada. HKCBA est véritablement une organisation nationale car je vous parle de Montréal, mais je sais que nos panélistes nous joignent de côte à côte et nous avons 8 chapitres à travers le Canada, dont Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et Atlantique. Malgré la pandémie, HKCBA continue d'offrir à nos membres des programmes et des initiatives uniques et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui est fort intéressant et qui est un buzzword depuis plusieurs années, le GBA, le Greater Bay Area, la région de la Grande Baie. Alors, nous allons commencer par 2 courtes présentations de Invest Hong Kong et Shenzhen Global Economic and Trade Network Command Center of Commerce Bureau of Shenzhen Municipality, en lien avec les opportunités qui sont disponibles dans la grande région de la Grande Baie, le GBA, suivi par une présentation par moi-même avec comment s'implanter en Hong Kong et en Chine au niveau légal. Et finalement, et non le moindre, comment réussir votre projet d'exportation en Chine avec Investissement Québec International. Nous terminerons cet webinaire avec une session de questions-réponses. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. So without further ado, I will invite our first panelist, Mr. Christopher Chen, Head of Investment Promotion at Invest Hong Kong Canada, to showcase opportunities available to Canada and Quebec companies in Hong Kong, using Hong Kong as a leverage into Asia. Christopher acts as Hong Kong's Trade Council and Commercial Representative to Canada, and he is responsible for all activities driving new business development, direct foreign investment. He comes from the digital financial service background with over 20 years of experience living and working in Asia, Hong Kong, Singapore, Tokyo, and Taipei, working for financial service multinationals and digital marketing consultancies. Originally from Vancouver, he is a postgraduate from University of British Columbia with fellowships from National Taiwan Normal University and ISEAS Yusof Ishbak Institute in Singapore. On behalf of HKCBA, I wish to thank Invest Hong Kong again for their continuous support for our organization and namely for today's webinar. Chris, I leave the floor to you. Yes, indeed. Good morning, everybody. I'm happy to see so many people joining in for this seminar. Please allow me to initiate my share screen. And I'd like to walk you through some recent updates as to what Hong Kong has to offer any Canadian entity that wishes to enter the Greater Bay Area. So as most of you know, as most of the panels here know, but I'm hoping that for some of you in the audience, this may be new, Hong Kong is part of the Greater Bay Area and is one of the anchor cities along with
most of the cities centered around the Pearl River Delta. I believe that this will be covered adequately, but suffice to say that the economic output of this one area right now is on par with the entirety of Canada's economic output. And then within about 10 years, it is foreseen that the GDP of the GBA will exceed that of Japan, and thereby putting it in the world top 5. Hong Kong, as most of you know, is at the heart of Asia, with the centrality of putting it roughly about 4 hours from Asia's key markets and 5 hours from half the world's population. And this centrality, this location, has served Hong Kong very well, being both a gateway to China and a gateway to Asia Pacific, but also as a gateway to the other major economic and financial centers of the world. It is theoretically regarded as commonplace that the business class routes between Hong Kong and London, Hong Kong and New York are as well traveled as you could find anywhere in the world. Hong Kong benefits from a very competitive and simple tax system, roughly a 15% flat rate for the personal tax rate and 16.5% for the corporate tax rate. In terms of value-added tax, it's zero, which would come as a well-received shock to many in Canada who are quite used to the HST. Hong Kong has embarked on building key building blocks to support innovation and technology development. There are a raft of government policy and initiatives purely dedicated to building out the INT industries. Talent resources, Hong Kong is building on this and does leverage on the resources found within the Greater Bay Area. In terms of a sourcing center, Hong Kong has a rich history of being a manufacturing and resourcing hub, tapping into China. And in terms of the research facilities, InvestHK works with other pseudo branches of the Hong Kong government, such as HKSTP, which is Hong Kong's foremost science park, ASTRI, which is the research and development hub, Cyberport, which is an accelerator and incubator for digital media platforms. Hong Kong also has a rich history in financial services, going all the way back to the 1960s. In fact, Hong Kong is the third largest financial center of the world. And that has led to Hong Kong leading the way when it comes to digital transformation for financial services. Actually, Hong Kong has 4 major pillars in terms of digital investment: financial services, tourism, trading, logistics, and professional and business services. Financial services itself, like I said, started off in the 1960s, and it became sort of a default investment focus for the jurisdiction to focus on fintech, being the most natural legacy industry to follow up on. In fact, within the field of fintech, there are a number of subsectors that see an abundance of opportunities for Canadian companies to potentially enter in, most notably regulatory tech, wealth tech, and insurtech. In terms of attracting global businesses, Hong Kong has seen a rise. Hong Kong is one of the global top 3 in terms of attracting foreign direct investment. COVID notwithstanding, Hong Kong is still pulling in foreign direct investment from around the world. The 5 top countries being mainland China, Japan, United States, UK, and Singapore. Even with the advent of the pandemic, Hong Kong is still attracting FDI by shifting over to predominantly digital methodologies. In terms of the startup market in Hong Kong, there was a dip roughly around 2020, of course, due to the pandemic. But in terms of the overall, and that was by employee count. But in terms of companies actually initiated, Hong Kong has seen an upward growth of roughly 12% over 2020. In terms of where the founders are coming from for these startups, 66% are local, 7% are HK returnees, that is, people who were born in Hong Kong, were educated overseas, and went back to Hong Kong, and 28% come from overseas in mainland China.
So in terms of who we are, in terms of who InvestHK is, InvestHK is a bureau of the Hong Kong government specializing in foreign direct investment. We have 31 locations around the world, each one operating from the equivalent of a consulate, the Hong Kong Economic and Trade Office. And InvestHK has the remit of assisting any foreign entity into entering the Asian marketplace via the Hong Kong platform. And our services fall within two primary methodologies. The first one is that we facilitate the connections required to set up shop in Hong Kong. In other words, we help entities get in touch with law firms, corporate secretaries, accountancies, real estate firms, even education for children if they choose to expatriate over to Hong Kong. But truth be told, there's a lot of organizations that do something similar to that. So it's actually the second remit that we're particularly proud of, is in that whenever a company is on the ground, has set up shop in Hong Kong, that, in other words, has completed business registration, set up a local bank account, as well as established a local address, and they've identified who they want to, as a potential business opportunity, as a potential business partner, let us know through email or by phone. Let us know who the target organization may be, and we will endeavor to make that business connection happen. We will knock on the door for you. We won't attend the meeting with you. We don't do your business for you, but we will open the door for you to the best of our abilities. So that's who InvestHK is. I'd like to add that at the end, towards the end of this webinar and afterwards, if anybody has any follow-up questions for myself, I'd be more than happy to address them either through the chat or through email. So back to you, Cindy. Thanks a lot, Christopher, for your presentation. And it's obviously, I think what caught my eye caught my ears when you in your presentation is obviously the interesting tax rates available in Hong Kong and all the different opportunities and seeing the growth year after year throughout, despite the pandemic in the last 5 years. Thank you very much. And once again, thank you for Invest Hong Kong as sponsor for this webinar. J'invite maintenant ma co-organisatrice de cet événement et membre du conseil d'administration de HKCBA Montréal, Madame Joanne Sun, conseillère experte, direction export, marché Asie-Pacifique et Océanie auprès d'Investissement Québec International, de présenter notre deuxième panéliste. Auparavant, Joanne était conseillère coordonnatrice auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Elle a également été conseillère en prospection et en promotion auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Elle a étudié à Shanghai International Studies University et également à l'Université de Québec à Montréal. À toi, Joanne. Merci, Cindy. Ça me fait plaisir de vous introduire nos invités de la ville de Shenzhen. Zhang Yu is a director at Shenzhen Global Economic and Trade Network Command Center of Shenzhen Bureau of Commerce. He started his career in Shenzhen Municipal Government since 2002 at Shenzhen Foreign Trade and Economic Cooperation Bureau. Audrey He is a Business Development Officer at North American Representative Office of Shenzhen. She has over 10 years of experience in facilitating cross-border collaboration in a variety of diverse industries. She started her career as a program manager at the Ministry of Culture of China. Thank you, John and Audrey. The floor is yours. Thank you, Ms. Sun. Thank you for your introduction about me. And dear friends, ladies and gentlemen, my name is Zhang Yu. I'm from Shenzhen Commerce Bureau. I'm responsible for the construction of Shenzhen's overseas network and promoting the economic and trade ties with foreign countries and cities. As you know, Shenzhen has close relationships with Canada. Last year, the city's import and export to Canada reached $5.33 billion with a year-on-year increase of 32.8%. And Shenzhen's economy continues to develop rapidly. Last year, the total economic output last year reached to 3 trillion yuan.
and the import and export of goods trade in the city reached 3.54 trillion yuan with a year-on-year increase of 16.2%. And last year, over 6,000 foreign invested enterprises have been established in Shenzhen with the active use of foreign capital exceeding $10 billion. And 3 years ago, Chinese central government issued the outline of the development plan of the Guangdong, Hong Kong, Macau, Great Bay Area. And since then, the Great Bay Area has become one of the regions with the highest degree of openness and the strongest economic vitality. And the construction of the Great Bay Area will surely bring about a lot of business chances. With that, I'd like to introduce my colleague Audrey He from the North American Representative Office of Shenzhen to elaborate more on the business environment in Shenzhen. Thank you. Thank you. Audrey He, please. Thank you, John, for the introduction on Shenzhen. Let me share my screen first. So I'm actually going to zoom out on the area and give you a holistic view of the Greater Bay Area in China. Let's jump right into it. So first, I want to show you some facts and numbers. So on the blue region on the map is actually GBA. It's the city clusters in the Pearl Delta of South China. You can see from the small map on the upper right corner. It's consisting of 2 special economic regions, Hong Kong and Macau, and also 9 cities of Guangdong province. So the vision of the GBA is really to create a powerful engine for the nationwide growth by harnessing the collective forces of these 11 cities. So if you can see the numbers on the right, with less than 1% of China's land space and less than 5% of China's total population, the GBA actually contributed about 37% of China's export and 12% of China's GDP. And the GBA is actually expected to strengthen cooperation among the cities. And the red line, if you go back to the map, it's actually those bridges and rail links connecting those cities in the region. So in the future, we'll see the infrastructural connectivity being further improved in this region. According to the general plan, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Macau, as marked in purple on the map, will be the 4 key cities of the Bay Area and the core engines for regional development. So the Chinese Bay Area is actually traditionally a manufacturing hub led by plants that support the many global supply chains and companies such as Apple and Sony, etc. And right now, it has been developed into a global leadership in manufacturing technologies. So let's look at the 4 core cities in GBA. So Hong Kong, very extensively on Hong Kong, and Macau is an international culture hub. It's known to be an international, like Las Vegas of Asia with its distinct gaming industry. And Guangzhou is the provincial capital of Guangdong province and is positioned as international transport and commerce center, as well as the global culinary capital. And Shenzhen represents an innovative and core economic city on top of being the world's largest special economic zone. So one example of the connectivity between those cities actually is the Qianhai Shenzhen Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, which was established 10 years ago in 2010, with the aim of serving as an experimental business zone for improving interactions between Shenzhen and Hong Kong in the financial, logistics, and IT service sector. So a couple months ago, this zone was actually expanded from 15 square kilometers to 120 square kilometers, which is the 8 times expansion. And the expansion plan will further foster Hong Kong Shenzhen cooperation at a higher level. So fast forward, a little bit is a symbol of the transformative reforms launched by China 40 years ago. Literally, we transformed from efficient village into the world's most impressive metropolis. And we have 4 pillar industries and 7 strategic emerging industries. Due to time constraints, I won't go into details. And now Shenzhen has been the most popular choice for foreign investors in GBA. So nearly 300 of
the Fortune 500 companies have invested here, and we attract investors from more than 170 countries. So fast forward, so it's also a good place to live, very comfortable, subtropical oceanic climate, feels like LA, because I'm zooming from LA right now. I can tell you it's a little bit like LA, but on the humid side. And there's we have breathtaking coastlines, lushy mountains, and countless of city parks, and also rich cultural life and parallel living facilities. And there's a lot to expect about the future of Shenzhen. Many futuristic industrial and innovation centers, modern communities, and special economic zones are under planning and construction. So a lot of business owners that we talk to already feel the benefits of operating within the greater Bay Area. So I think it's time for international business to really look at the GBA, and it's all about getting people with an internationally focused mindset from the rest of the world to embrace more changes of this area in China. So with that, welcome to the Greater Bay Area and welcome to Shenzhen. So should you have any questions? Thank you very much, Audrey, for your presentation, and Mr. Yu as well. Je vais maintenant commencer à présenter ma partie de la présentation pour comment s'implanter en Chine. Je vais partager mon écran. Parfait. Alors, DS Avocats, comme mentionné auparavant, c'est un des seuls cabinets d'avocats francophones internationaux. Partout dans le monde, nous avons des avocats et ou des employés qui parlent français dans tous nos bureaux. C'est ce qui nous distingue. Alors, fondé en 1972, DS Avocats a une vision internationale dès le départ et a ouvert des bureaux un peu partout dans le monde, dont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Nous avons des bureaux en Chine et notamment à Beijing et Shanghai depuis 1986. Alors, nous avons vraiment vu, peut-être pas moi personnellement, mais mes collègues ont certainement vu l'évolution du droit depuis plus de 35 années. Nous sommes également présents en Asie, dont Vietnam, Singapour et également Afrique, l'Amérique latine. Et au Canada, nous sommes établis depuis les années 2000. Nous avons parti à Québec et maintenant, nous sommes à Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver. DS Avocats, c'est un cabinet d'affaires. Alors, nous sommes fiers d'être plus que des avocats, mais bien des partenaires d'affaires. Nous avons plusieurs divisions, dont l'immobilier, le droit commercial, corporatif, le financement. I'm sorry, Cindy, we cannot see your screen. Oh, thank you. Does this work now? Yeah, it's good. Perfect. Thank you, Joanne. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, nous avons un sommité, surtout en ce qui concerne l'import-export, et nous avons également un département en fiscalité, tant au niveau national qu'international. Tel que mentionné auparavant, moi, je pratique en droit des affaires et j'adore accompagner des entreprises québécoises et canadiennes s'établir partout dans le monde, dont la Chine, et des entreprises étrangères s'établir au Canada également. Alors, sans plus tarder, j'ai divisé ma partie en trois, surtout se concentrer sur la deuxième partie qui est les principales structures juridiques des investisseurs étrangers. Par contre, je vais commencer avec quelques nouveaux cadres législatifs et terminer, je ne peux pas parler de la propriété intellectuelle. Alors, je voulais aussi commencer en mentionnant, comme mes co-conférenciers ont parlé, Audrey et Christopher, il faut garder en tête que la Chine, Hong Kong, Macao, c'est des différentes régions administratives. Macao et Hong Kong sont des différentes régions administratives. Alors, les lois qui sont par rapport à la Chine ne s'appliquent pas nécessairement. Alors, il faut garder ça en tête que même si c'est une région, un pays avec la Chine et Hong Kong, c'est vraiment deux lois qui s'appliquent. Alors, comme j'ai mentionné auparavant, le système juridique et législatif chinois est en perpétuel mouvement et change de manière assez rapide et assez drastiquement. J'ai eu plusieurs dossiers où j'ai commencé avec une idée, par exemple, commencer par un joint venture, et ensuite nous avons bifurqué vers le WOFI parce que justement les lois ont changé qui ont permis une certaine ouverture. Alors, il faut garder ça en tête lorsque vous pensez à s'implanter en Chine. Il est aussi pertinent de garder en tête qu'avec
ce nouveau changement, une des choses qui se fait très souvent, c'est de manière positive, comme nous allons voir avec le Foreign Investment Law. Alors, cette nouvelle loi est rentrée en vigueur en 2020 et remplace 3 lois qui préexistaient, dont la loi sur les entreprises entièrement sous contrôle étrangère, la loi sur les co-entreprises non étrangères avec participation sociale, qui est le EJV, et les lois sur les co-entreprises non étrangères en coopération, qui est de CJV. Alors, cette nouvelle loi permet justement d'avoir une meilleure promotion, protection et accès au marché chinois par des investisseurs étrangers. Et le gouvernement vraiment met une emphase pour faciliter l'entrée des investissements étrangers dans son économie. Cette loi également offre une meilleure protection au niveau de la propriété intellectuelle pour des investisseurs étrangers et de manière générale, elle tente d'offrir des droits égaux aux investisseurs étrangers et aux investisseurs nationaux si leurs champs d'activité ne sont pas dans la negative list. Alors, donc, si on ne se retrouve pas sur la negative list, les investisseurs étrangers se verront accorder le même traitement d'accès au marché que des nationaux. Alors, c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant. Par contre, si vous vous trouvez sur la negative list, il faut garder en tête, il faut voir si c'est un champ qui est complètement prohibé, par exemple en matière de la défense, ou qui a des prérequis qui doivent être rencontrés. Alors, par exemple, il faut obtenir des préapprobations additionnelles et ou avoir une exigence d'avoir un partenaire chinois, dans quel cas nous allons procéder par co-entreprise. Il faut aussi garder en tête qu'avec cette nouvelle loi, comme j'ai mentionné, ça remplace les anciennes lois. Alors, il faudrait que des entreprises qui existent auparavant se conforment à cette nouvelle loi. Alors, pour ce faire, ils ont 5 ans pour transitionner leur structure actuelle vers la structure selon le FIL. Bien évidemment, le 5 ans commence du 1er janvier 2020. Quand on parle de ça, c'est parce que la forme et l'organisation des structures des investissements étrangères seront maintenant soumises sous les lois sur les sociétés, des Companies Law, et la loi sur les entreprises en partenariat, alors le Partnership Law, de la même manière que des entreprises établies de manière nationale. Alors, il y a vraiment une focalisation de rediriger vers le droit commun chinois qui atténue les disparités entre des entreprises avec des investissements étrangers et des entreprises nationaux. Il faut par contre faire attention que malgré le fait que les lois sont de manière générale au niveau national, la loi est quand même assez nouvelle, alors les tribunaux peuvent avoir une interprétation qui peut diverger selon le cas, et aussi le fait que les gouvernements au niveau national n'appliquent pas les lois comme telles, c'est vraiment plus au niveau local que les lois vont être appliquées. Alors, j'ai vu plusieurs cas où justement, malgré le fait que de manière générale, c'est le même principe qui s'applique, ça se peut qu'il y a des petites divergences dépendamment de où votre siège serait situé. Je vais parler de quelques autres lois juste pour vous garder en tête que les lois sont en constante évolution. Alors, la loi sur la sécurité de la production est entrée en vigueur le 1er septembre 2021 et dans le fond, ça vise à contrôler et prévenir des risques sur le milieu du travail. Alors, beaucoup de gens, quand ils pensent en Chine, c'est cheap labor, mais ce n'est pas nécessairement le cas maintenant. Le workforce en Chine devient, malgré le fait que c'est très compétitif comparativement au Canada et aux États-Unis, ça a augmenté de manière significative depuis les dernières années. Mais il y a aussi beaucoup de lois qui entourent le droit de l'emploi. Alors, quand vous vous implantez en Chine, il ne faut pas garder en tête qu'il n'y a pas de loi pour des employés. Une de ces lois, c'est justement la loi sur la sécurité de production. Alors, si votre entreprise a plus de 100 employés, ils doivent mettre en place un système de contrôle et de sécurité de la production. Et si c'est moins que 100 employés, il faut quand même avoir un responsable en tout temps sur les lieux pour assurer la santé et sécurité des employés. Les entreprises auront 2 nouvelles responsabilités, c'est d'identifier tous les risques pour la sécurité, autant au niveau opérationnel, comportemental, et les diviser en 4 différents niveaux de risques et mettre en place une gestion des dangers cachés.
faut faire attention parce que les sanctions sont très, très, très sévères. Des accidents graves peuvent aller avec des amendes jusqu'à 100 millions de RMB, qui équivaut à 20 millions canadiens à peu près. Je n'ai pas le taux de change récent avec le flux, mais approximativement. Et le principal, comme j'ai mentionné tantôt, qui devrait être là pour être personnellement responsable pour une amende allant jusqu'à 1 année, le revenu équivalent à une année de la société. Alors, c'est quand même assez important de garder en tête. Bien évidemment, avec la nouvelle ère digitale, il y a des lois qui s'y rapportent, dont la loi sur la sécurité des données, la loi sur les protections des informations personnelles et la loi sur les cybersécurités. Alors, ces lois, de manière générale, visent à assurer que les sociétés doivent respecter pour donner une certaine protection, tant au niveau que ce soit la sécurité des données, la protection des informations personnelles. Un exemple, par exemple, pour la loi sur la cybersécurité, c'est que si la société vise à devenir publique, en Chine, il faudra avoir passer des exigences assez sévères au niveau de la cybersécurité avant d'y procéder. Alors, plonger dans le liste de webinaire qui est les principales structures juridiques. Il y a vraiment différentes façons de s'y prendre et les différentes approches dépendent de chaque entreprise, dépendamment de leurs besoins, dépendamment de leur situation et il n'y en a pas un qui fonctionne mieux que d'autres. C'est vraiment plus au niveau dépendamment de chaque entreprise. On va commencer par des agents et distributeurs que beaucoup de petites et moyennes entreprises font appel, étant donné que c'est quand même une structure qui est quand même assez facile dans le sens que c'est juste un contrat qui lie la société québécoise canadienne avec un agent et ou un distributeur. La différence entre ces deux approches, c'est qu'un agent, ça serait vraiment quelqu'un ou une entreprise qui va représenter pour faire des ventes en échange d'une commission. Et cet agent-là ne va pas acheter les produits et ou services de l'entreprise canadienne et québécoise, mais plutôt faire la promotion et lors de la vente va recevoir une cote, comme on dit, tandis qu'un distributeur achète les produits et les vend en Chine pour son propre compte. Et il y a des pros et des contre. Par exemple, lorsqu'il y a des distributeurs, une des choses, c'est que vous avez moins de responsabilités, alors vous avez moins d'engagement à prendre, vous n'avez pas besoin d'aller faire, maintenant, bien évidemment, il n'y a pas de vol, mais aller faire des ventes personnellement, vous avez quelqu'un qui le fait sur place pour vous. Par contre, il faut garder en tête que si jamais la relation avec votre distributeur est terminée, vous n'aurez pas plus ces liens avec la clientèle, étant donné que c'est les distributeurs qui sont là pour vous représenter. Alors, il faut rebâtir à nouveau. Une des choses qui est très importante à garder en tête, c'est que les termes et conditions prévus dans le contrat sont extrêmement importantes, surtout comme j'ai mentionné lors de la terminaison de relations. C'est très important parce que s'il y a des disputes plus tard, c'est le contrat qui va régir la relation entre les parties. Oh, je pense que j'ai passé une slide. Oui. Il y a d'autres structures. Une autre, ça serait un bureau de représentation, un bureau de vente. C'est une extension de la société mère. Alors, elle n'est pas connue comme une personne distincte comme telle et permet de principalement prendre connaissance, prendre le pouls du marché et de l'environnement. C'est comme une base pour un investissement futur pour savoir, comme en anglais, je dirais, dip your toe in the water. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a quelques restrictions avec le bureau de représentation. Par exemple, il n'y a aucun droit civil. Alors, le contrat qui sera passé, ça serait vraiment avec la société mère et qui liera la société canadienne et québécoise. Et le nombre d'activités est généralement très restreint et ne peut pas engendrer des profits de manière générale. C'est vraiment plus pour étudier le marché, promouvoir la société mère et des fois, c'est pas pour être un plus proche contact avec des fournisseurs et ou distributeurs. Il faut faire attention que le non-respect de ces règles peut engendrer des confiscations des profits illégalement obtenus et même des révocations de permis. Ça peut aussi éventuellement causer des problèmes lorsque vous voulez établir votre entreprise, étant donné que vous avez eu des actes qui n'étaient pas conformes aux lois auparavant. Et une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'un bureau de représentation ne peut pas engager des travailleurs chinois. Alors souvent, on va voir que des bureaux de représentation vont passer à travers des FESCO, qui sont des agences de placement qui sont accréditées
et qui facilite le processus d'embauche. Pour des avantages pour des bureaux de représentation, c'est que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a aucun capital à souscrire au tout début et ça permet de garder des liens avec le marché dans la région. Des désavantages, comme j'ai mentionné, vous ne pouvez pas avoir des activités à but lucratif. Le bureau de représentation a une durée de vie maximale de 2 ans et ne peut pas avoir plus de 4 représentants. Pour une autre forme, ça serait la co-entreprise ou joint venture. C'est une association, comme vous pouvez voir sur la diapositive, entre une société étrangère et une société chinoise. Alors, par exemple, la société québécoise et la société chinoise. Alors, l'investisseur étranger doit au moins avoir 25 normalement des actions de la JV. Et cette structure permet d'investir, comme j'ai mentionné auparavant, dans des secteurs qui sont réglementés par la Negative List, qui requiert une participation, une participation chinoise. Ce qui est intéressant, comme j'ai mentionné, c'est ayant un partenaire chinois, vous aurez déjà possiblement une constitution déjà avec des canaux de vente, un canal de distribution, des connaissances locales sur le marché, déjà potentiellement des clientèles ou peut-être même une manufacture qui est déjà disponible pour commencer vos activités. Alors, il y a plusieurs avantages. L'autre avantage, c'est aussi que le montant d'investissement sera ventilé entre l'investisseur étranger et la société chinoise. De manière pratique, souvent, on voit que l'investisseur étranger va amener plus, par expérience, la valeur monétaire cash, et tandis que le partenaire chinois va amener, par exemple, comme j'ai mentionné, son réseau, l'entrepôt, etc., plus des biens physiques. On voit aussi des fois des investisseurs étrangers qui amènent l'API. Et puis, en revanche, c'est le partenaire chinois qui amène le cash. Alors, ça dépend vraiment des différentes situations. Il y a des désavantages. Au cabinet, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises étrangères lors de la dissolution. Bien évidemment, c'est un processus qui est assez pénible. Est-ce que les intérêts entre les partenaires sont toujours alignés? Et puis, même si c'est aligné au tout début, est-ce que ça peut diverger avec le temps? C'est souvent des questions qu'il faut se poser. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez pénible comme processus. C'est comme un divorce, comme on pourrait imaginer. Alors, c'est très, 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 très important, encore une fois, de bien prévoir dans le contrat de JV le mécanisme dans ces cas-là. Le processus pour l'établissement, souvent, on voit ça, que ça va prendre environ 6 mois à 9 mois. Il faut fournir plusieurs documents dans le contrat de co-entreprise qui prennent beaucoup de temps à négocier par expérience parce que c'est la base de la JV. Après ça, il y a plusieurs étapes plutôt de nature administrative, par exemple, obtenir le nom préapprouvé, assurer que les montants investis dans le capital sont bien autorisés et aussi avoir l'étude de faisabilité, des certificats d'incorporation, des partenaires certifiés par l'ambassade chinoise. Alors, en pratique, nous allons avoir le certificat d'incorporation qui est la société québécoise, traduit, ensuite certifié par un notaire, ensuite aller au consulat. Alors, il faut garder tous ces processus en tête. Il faut une copie de passeport de représentant canadien. Il faut avoir un bail. Alors, souvent, ce qu'on va prévoir, c'est que si le joint venture n'est pas créé, que le bail peut être terminé. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup d'items à obtenir et le processus est beaucoup plus long parce que je sais qu'au Québec et au Canada, on est habitué à des incorporations dans une heure ou deux, ou même des sociétés, comme on dit, tablettes. Et il faut garder en tête que c'est simplement pas le cas lorsque nous parlons des entreprises en Chine. Le prochain structure, je vais essayer de passer un peu plus rapidement étant donné que le temps nous file, c'est la fusion-acquisition, que ce soit par l'acquisition de contrôle d'une société. Alors, c'est vraiment une société canadienne qui acquiert des actions d'une société chinoise et où nous passons par une acquisition des actifs, dans quel cas la société canadienne va acheter des actifs, alors seulement des biens de la société chinoise. Alors, nous n'acquérons pas la société chinoise, mais bien évidemment seulement les biens similaires au Canada.
encore une fois, c'est quelque chose qui est très similaire. L'avantage, c'est que ça permet d'aller passer un processus qui est déjà établi. Alors, par exemple, si on enquête la société chinoise, on espère que le target de la société chinoise a déjà soit un réseau établi, soit des ventes déjà prévues et ou des entrepôts. Ça permet de aussi avoir le savoir-faire et la spécificité de cette société. Souvent, on va voir que c'est une société qui complémente bien la vôtre et ça permet d'obtenir certaines licences et permis qui sont de fonctionner, qui sont déjà en place, en espérant que la société chinoise a déjà tous ces permis en place. Alors, ça permet de faciliter le processus en quelque sorte. Bien évidemment, il y a des désavantages. Une des choses, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, comme au Canada, la vérification diligente est parfois très longue et facile. Il faut s'assurer que les biens et ou les actions de la société qu'on achète sont bien qu'est-ce qu'on a l'intention d'acheter, qu'il n'y a pas des red flags qui pourraient être là. Et il faut aussi garder en tête que la combinaison des sociétés, même après l'acquisition, des fois, il faut assurer un certain culture qui se marie bien par la suite. À la fin et non le moindre, je vais prendre un petit moment, comme j'ai mentionné aussi au début de la présentation, que la présentation parlait plus de la Chine, mais par exemple, comme Christopher mentionnait auparavant, Hong Kong est une des endroits où on peut aussi également créer une société. La création des sociétés à Hong Kong souvent se fait par une filiale et sont constituées de manière privée et si jamais elles sont plus grandes, peuvent devenir publiques par la suite. Encore une fois, Hong Kong a aussi une nouvelle ordonnance sur les sociétés qui modernise leur régime de droit de société, malgré le fait que les lois de Hong Kong, je dirais, miroirent plus les lois canadiennes étant de base de common law de la Grande-Bretagne qui est encore applicable pour les 25 prochaines années. Et les règles relatives à la Constitution sont de manière générale assez simples ou comme j'ai mentionné, qui se représentent au Canada. On a besoin des sièges sociaux, avoir des statuts d'entreprise qui définissent les règles internes de la société. Il y a l'émission d'actions, il y a des déclarations statutaires, il y a des administrateurs. Il faut avoir au moins un dirigeant qui est une personne physique et ils n'ont pas une obligation d'avoir des personnes de Hong Kong. Par contre, il faut au moins que la secrétaire de la société soit résidente de Hong Kong. Alors, contrairement à la Chine, Hong Kong a des avantages fiscaux très intéressants, comme Christopher a mentionné, et également impose pas de restrictions en termes de flux de fonds sortants. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Par contre, il faut garder en tête que, comme tous les pays, il y a des réglementations très fortes pour la lutte contre le blanchiment d'argent qui sont appliquées généralement par les banques, les avocats, et ainsi l'ouverture des comptes bancaires peuvent s'avérer être un processus assez long quand même. Alors, il faut garder ça en tête lors de l'ouverture d'implantations à l'étranger. Je vais parler également des WOFI qui peuvent se faire de manière directe, alors les Greenfield Investments, ou de manière indirecte où on a également une société étrangère comme l'option B que vous voyez, une société canadienne qui détient une société à Hong Kong qui par la suite détient la WOFI. Une entreprise, un WOFI, comme on parle, c'est une entreprise entièrement sous contrôle étranger en Chine et qui peut, contrairement au bureau de représentation, peut engager les employés directement, générer des profits, émettre des factures, créer des filiales par la suite, signer des contrats. Et comme j'ai mentionné, qui se distingue du JV du fait qu'elle a beaucoup plus d'autonomie parce qu'elle est entièrement contrôlée par la société canadienne et québécoise. Alors, il y a une plus grande protection pour la pays également parce que vous n'avez pas un partenaire qui est avec vous. Alors, il y a vraiment plus de flexibilité. La procédure de constitution ressemble beaucoup à celle de JV, comme obtenir la préapprobation du nom, obtenir des certificats de constitution, les rédiger également. Comme j'ai mentionné, le processus prend à peu près 6 mois. Souvent, c'est un peu moins long parce que vous n'avez pas besoin de négocier, mais la définition de tout et obtenir tous les documents, comme j'ai mentionné, traduits,
chambre des notaires, après ça au consulat, ça peut prendre du temps quand même, alors le garder en tête. La même chose, il faut avoir un local déjà loué, et puis les certificats du bailleur pour prouver le bail. Alors, il faut garder en tête de peut-être mettre une clause de termination de contrat dans le cas où le WOFI ne procède pas. Je vais juste mentionner un dernier petit point par rapport à la propriété intellectuelle. Il faut garder en tête que la propriété intellectuelle, comme j'ai mentionné, c'est de manière territoriale. Alors, si vous avez fait une protection au niveau de la marque de commerce, vos brevets, c'est simplement au Canada. Il faut vraiment aller dans chacun des pays pour les faire enregistrer. Une des choses qui est importante, c'est que la Chine, c'est un territoire, Hong Kong, c'est un séparé, Macao, un autre. Alors, il faut vraiment faire l'enregistrement auprès des différentes régions, la même chose pour Taïwan, pour vraiment s'assurer que votre marque de commerce et ou brevets sont protégés dans tout le territoire. Il y a plusieurs façons pour se protéger. Et puis, une des choses, c'est vraiment d'assurer de faire first to file. Alors, avant même avoir une pensée d'aller en Asie et notamment en Chine, il est très, très, très important. Je vous conseille fortement d'enregistrer votre marque de commerce et vos brevets le plus tôt possible parce que dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui ont enregistré, ça serait très, très, très difficile de l'obtenir. Alors, s'il y a un conseil que je vous donne, ça serait vraiment d'enregistrer vos marques de commerce dès que possible afin de vous donner les outils nécessaires. Alors, merci beaucoup à tous et j'attendrai à la fin de la rencontre pour la session de questions. Et je passe la parole à Joanne. Merci Cindy pour la présentation très intéressante, notamment sur les différents types de structures juridiques pour une implantation en Chine. Donc, je vais partager mon écran, ce ne sera pas long. Okay. Donc, une implantation commerciale est une étape importante pour une entreprise dans leur démarche d'exportation. Investissement Québec peut vous accompagner dans cette démarche. On offre des services d'accompagnement spécialisés pour vous aider dans la planification et la réalisation de votre projet d'implantation. Nous avons également des solutions financières, dont le nouveau programme d'aide, le programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation. Le programme est lancé en décembre dernier avec une enveloppe budgétaire de 200 millions de dollars sur 5 ans. C'est un outil de financement important pour appuyer vos projets structurants sur les marchés internationaux. Et un projet d'établissement d'un bureau, d'une filiale ou d'une co-entreprise à l'étranger ou à l'acquisition d'une entreprise hors Québec est admissible dans le programme, dans la mesure où ce projet aurait des retombées économiques pour le Québec et n'entraîne pas une délocalisation d'unités de production. Je vais donc d'abord quelques mots sur Investissement Québec. Nous sommes le partenaire privilégié des entreprises québécoises avec des bureaux au Québec répartis dans les 17 régions administratives. Nous disposons des outils de financement, par exemple prêts et garanties de prêts, investissements en capitaux propres, mesures fiscales et des programmes d'aide financière. Nous offrons des services d'accompagnement conseil stratégique. Et avec l'intégration du CRIC à Investissement Québec depuis 2020, nous pouvons aussi vous appuyer dans votre projet d'innovation industrielle et du développement de produits conformes. Et grâce à Investissement Québec International, nous avons 2 mandats principaux. Donc, l'attraction d'investissements étrangers et soutien à l'exportation des entreprises québécoises. Pour soutenir nos activités à l'international, EQ travaille en collaboration avec les équipes économiques des bureaux du Québec à l'étranger. Nous sommes présentes dans les principales régions économiques du monde. Avons 35 bureaux dans 18 pays et 6 villes canadiennes à l'extérieur du Québec.
Voici un aperçu général du réseau économique du Québec à l'international. Donc, en Asie, nous avons 9 bureaux et dans la région de Greater Bay, le Québec a une antenne à caractère économique à Shenzhen et un bureau à Hong Kong. Je voudrais juste mentionner que nous avons maintenant une nouvelle ressource économique au bureau du Québec à Hong Kong pour appuyer les entreprises québécoises à développer ce marché. Les conseillers d'investissement Québec international avec les ressources à l'étranger offrent un service d'accompagnement aux PME et également aux grandes entreprises. On offre un accompagnement personnalisé, mais aussi de groupe, hein, par exemple, les missions ou participation à des foires commerciales. Les services d'accompagnement aux entreprises comprennent notamment les services en intelligence d'affaires, par exemple, renseignements spécialisés sur les marchés visés, validation des entreprises étrangères. Nous offrons aussi les services de recherche, d'identification et de mise en relation avec des clients et partenaires potentiels. Et pour vous soutenir votre présence à l'étranger, nous pouvons vous accompagner dans votre projet d'implantation commerciale à l'étranger. Je vais élaborer un peu plus à la page suivante, puisqu'on parle aujourd'hui notamment de l'implantation. Donc, j'aimerais vous parler davantage de comment est-ce que Investissement Québec International peut vous accompagner dans votre projet d'implantation en Asie. Avec nos collègues à l'étranger, nous pouvons effectuer des recherches pour obtenir des renseignements spécialisés sur l'environnement d'affaires selon les régions et vos secteurs d'activité. Recherche d'informations sur les conditions et modalités de différents types d'implantation au pays. Comme Cindy a mentionné tantôt, différentes structures juridiques. Nous sommes abonnés à plusieurs bases de données spécialisées. Nous avons accès aux instances gouvernementales locales. On peut donc vous mettre en lien avec eux et aussi avec des organisations locales de prospection d'investissement, les administrations des villes et des zones franches, qui seront en mesure de vous guider dans les processus administratifs et de faciliter l'intervention des autorités locales en cas de besoin. Ils peuvent aussi vous renseigner sur les possibilités de support gouvernemental. Service de validation de cibles, validation des sites, aide à l'embauche de personnel local, service de référencement, mise en relation avec des spécialistes. Nous disposons des listes à jour des professionnels qualifiés. Donc, on peut vous accompagner sur place et vous accompagner lors de vos rencontres avec des spécialistes et partenaires. Et aussi vous mettre en relation, si ça vous intéresse, avec d'autres entreprises québécoises implantées sur le marché. Outre les services d'accompagnement conseil, votre projet pourrait également bénéficier de nos programmes d'aide financière. Donc, j'ai mentionné au début un nouveau programme financier, le PSCE, programme de soutien à la commercialisation, à l'exportation, lancé en décembre dernier, en remplacement du programme PEX pour ceux qui le connaissent. Donc, le nouveau programme, avec une enveloppe budgétaire de 200 millions de dollars, offre un soutien financier plus important et pour mieux répondre aux besoins des entreprises québécoises. Le programme se décline en 3 volets et chaque volet a des objectifs différents. Donc, les volets 1 et 2 s'adressent aux entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de dollars par année. Et le volet 1 est pour les projets de commercialisation à l'intérieur du Québec. Et le volet 2 pour les projets de développement de marché hors Québec, donc à l'international et à l'Ouest canadien. Alors que le volet 3, ça s'adresse aux grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de dollars par année pour les projets hors Québec. Je ne vais pas vous présenter le programme au complet aujourd'hui, mais je vais plutôt vous présenter de grandes lignes sur les projets et dépenses admissibles dans le cadre du volet 2 et en ciblant surtout celles en lien avec un projet d'implantation à l'étranger. Donc, tel que mentionné, le volet 2 du programme vise à appuyer les entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 100 millions dans leur démarche de développement de marché hors Québec. Donc, l'aide financière dans le cadre du programme PSCE est une contribution non remboursable, donc une subvention. Le montant maximal de l'aide est de 250 000 sur une période de 12 mois.
L'aide peut couvrir 50% des dépenses admissibles et le cumul des aides gouvernementales ne peut pas être supérieur à 60% des dépenses totales du projet. Il y a un montant maximal de l'aide pour certains types de dépenses, soit l'aide maximale de 45 000 par embauche, 20 000 par plateforme de vente en ligne et 25 000 pour les frais de publicité. Et toute demande d'aide financière soumise par une entreprise doit comprendre des dépenses admissibles d'au moins 25 000 $ dans le cadre du volet 2. Quels sont les projets, activités et dépenses admissibles au programme? Je ne vais pas passer à travers la liste. Vous y avez accès sur notre site Internet. Voici rapidement quelques exemples. Le salaire d'un spécialiste en développement du marché international. Les honoraires professionnels pour l'élaboration et aussi la mise en œuvre d'une stratégie d'affaires. Les honoraires, mais aussi les frais pour l'obtention d'une certification locale ou pour enregistrer votre marque de commerce. Les frais de dépenses des employés, les frais de déplacement des employés à l'étranger, les frais liés à la participation au foire commercial. Donc, ce ne sont que quelques exemples que je viens de nommer. Je vous invite à visiter notre site pour connaître l'ensemble des activités admissibles. Pour un projet d'implantation, quelles sont les activités et dépenses spécifiques qui sont admissibles? Donc, les démarches relatives à l'implantation d'un bureau, d'une filiale ou d'une joint venture à l'étranger ou à l'acquisition d'une entreprise hors Québec sont admissibles, telles que mentionnées dans la mesure où ce projet aurait de retombées économiques pour le Québec et n'entraîne pas une délocalisation d'unités de production. Les frais d'honoraires professionnels, comme par exemple les frais légaux, fiscaux ou de consultants spécialisés sont admissibles. Les frais de location d'un bureau ou de local sont également des dépenses admissibles. Et dans un projet d'implantation commerciale à l'étranger, l'embauche d'un représentant local ou d'un employé local sur le terrain fait souvent partie de vos démarches d'implantation. Donc, son salaire, s'il est sur votre payroll, ou ses honoraires s'il s'agit d'un représentant situé à l'étranger et que vous n'avez pas déjà une structure juridique sur place. Et aussi les honoraires professionnels liés au recrutement et à l'embauche du représentant situé à l'étranger sont également admissibles. L'aide maximale, j'ai mentionné tout à l'heure, est de 45 000 par embauche. Et vous pouvez avoir jusqu'à 3 embauches de représentants commerciaux pour la durée du programme et tout territoire confondu. Donc, je vous invite à consulter le site Internet du programme pour avoir plus d'informations sur les entreprises admissibles, les activités et dépenses admissibles, les conditions de l'aide et aussi les critères d'analyse. Toutes les demandes doivent se faire en ligne. Un message important, avant de commencer le processus de dépôt d'une demande, il faudrait communiquer avec le conseiller d'Investissement Québec de votre territoire, soit un conseiller d'un bureau régional d'Investissement Québec, qui pourrait valider de façon préliminaire l'admissibilité de votre projet. C'est sûr que cette validation ne peut pas être interprétée comme une autorisation d'aide financière, mais ça peut vous aider à mieux préparer votre demande. Donc, voilà tout pour la présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous souhaitez développer le marché de l'Asie, chercher une expansion dans la région de la Grande Baie ou avoir plus d'informations sur nos services et programmes d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir de discuter avec vous ou de vous référer à la bonne personne chez Investissement Québec. Donc, merci. Merci beaucoup, Joanne, pour ta présentation. C'est super intéressant de voir que les entreprises seront soutenues dans leur démarche à l'étranger avec un
capacité financière, c'est certain que ça aide beaucoup. Je sais que des fois, ça craint, je pourrais parler surtout des frais juridiques. Alors, merci beaucoup pour la présentation de ce programme. Maintenant, nous allons passer à la session de questions et réponses. We'll now open the floor to questions to the attendees. Once again, please feel free to use the Q&A or the chat function at the bottom of your screen. I will use my best to moderate the questions, whether it be in English, French, or in Chinese, in Cantonese and Mandarin. Unfortunately, I still can't talk to my grandma in Hakka, so only two of the two dialects, please. So I will, maybe a few people are shy, but I'll start maybe asking a question to Christopher. I know that you briefly touched upon them at the beginning, but what are some main sectors of opportunities in Hong Kong for foreign companies like Quebec companies that we have in our audience today? Thank you, Cindy. First and foremost, probably the single largest opportunity right now lies within the fintech sector. I think I mentioned before, there are three subsectors that Hong Kong financial services industry is particularly receptive to, and that would be regulatory tech, reg tech, wealth tech, and insurtech. Sadly to say, some subsectors of fintech have effectively come to a close. In other words, they've become a little bit oversaturated, such as foreign exchange payments and retail. That also, if you're a crypto company and you're wanting to get into Hong Kong, you now have to be a B2B institution in order to make that happen. There's no way a small B2C independent freelancing individual crypto trader could get into the market. Other industries would be the life sciences within biotech. Hong Kong maintains a strong presence in life sciences, particularly research and development and distribution. If there's any life science biotech company interested in clinical trials, simply contact InvestHK, and we'll put you in touch with the right people to expedite that quickly. Other newer opportunities are in consumer tech, such as food tech. Now, food tech tends to come from Quebec as well as the Western provinces. So we have seen an uptick in terms of companies that have applied or looked into a Hong Kong presence. Now, I have to say that with the presence of fintech, the fintech strength of Hong Kong has made it particularly appealing to a lot of companies within Ontario and Quebec, mostly because most of the fintech companies of Canada are located within those two centers. And it's always been a pleasure to handhold those companies into the Hong Kong region, into the GBA region, particularly when they are in that sweet spot of those subsectors. Thank you, Christopher. Now, if I may, maybe ask a more sensitive question to you, and then maybe afterwards to Audrey. Well, obviously, COVID has impacted the world. We're still impacted today, unfortunately. But will COVID have an ongoing effect on the GBA? Maybe I'll ask the question to Christopher first in terms of the Hong Kong, and then Audrey for the Shenzhen and mainland China portion. I think that's a very interesting question, and there's no definitive answers. I think that there's aspects of COVID and its result on society, culture, and economics that may never go away, even if it's possible. Even if COVID goes into its two potential scenarios, one is zero, the other one is endemic. Either way, there's always going to be measures set up in preparation if in the event that it comes back, or it's a different, if it's a different pandemic, or, I mean, I think everyone around the world suspects that this isn't going to be the last time. In terms of economic resilience, Hong Kong will bounce back. There's some industries that, of course, did not feel the effect as strong as others. Some saw an outright collapse. They will come back, possibly not in the same form as pre-COVID. That is expected. When Hong Kong underwent SARS, almost 20 years ago, the Hong Kong that emerged after SARS was certainly there certainly were changes in terms of
in terms of what happened. Expectations had changed, and I think it's fair to say that such changes will happen once again. Thanks, Christopher. Audrey, maybe you could touch upon in the Greater Bay Area from the mainland China perspective. Yeah, sure. So we're still watching closely on the short-term, mid-term, long-term impact of this COVID pandemic on economy. So if you take a look at the numbers, actually, the Greater Bay Area actually in general not been affected not much negatively by the pandemic. I would say for the interim, because the area is mainly for manufacturing, import and export, and also the logistic industrial chain. So I would say import and export will be an indicator that we want to watch close in the future, especially in terms of the policies in between like US and China, economic policies, and also like geopolitical influences. I think because China is still having the zero tolerance policy, I would see some of the industries like tourism, etc., maybe impact more than the other, will be affected more than the other industries. In general, I think people's life are not affected that much, although we have very strict rules once there's any cases happen in different cities. So right now, we're still like, we're not sure yet if there's going to be an ongoing impact of the pandemic on the economy, but we're watching very closely on that. Perfect. Thank you, Audrey. I have a question from the audience about, Christopher mentioned about the opportunities in Hong Kong. Audrey, maybe you could elaborate about opportunities in other cities in the Greater Bay Area, like Shenzhen, Guangzhou. Sure. So, did I get it right? Is that a question for me? Yes, it is. So what are the opportunities? So Christopher mentioned about opportunities in sectors and industries that, Canadian Quebec companies can benefit and can really strive in Hong Kong. Do you think you could answer that about the opportunities for, companies in other cities in the Greater Bay Area, such as Shenzhen and Guangzhou? Yes, I think the GBA is actually, it's more, the goal is to actually strengthen the cooperation among the cities within it to maximize actually their own existing advantages in building a huge, like a mega city. So I would say that the connectivity and the economic collaboration within this area will definitely be maximized in the future. And in terms of Guangzhou, as I mentioned in one of the slides, so it's a provincial city. It's a provincial capital of Guangdong province. So it's a transport and a commerce center, and also like they have a lot of like traditional industries like clothing, culinary. So it's also part of the manufacturing hub. I would say in the future you probably see it's blooming in all different like various industries. So each of the city will benefit from this comprehensive industry shared by other cities in the region. Perfect. Thank you, Audrey. So one of the questions that I have is for Joanne. In French, j'ai un directeur de marketing pour développer le marché des États-Unis. Maintenant, il va avoir le mandat de développer l'Asie. Est-ce que son salaire serait admissible dans le cadre du programme PSCE? Malheureusement, non. En fait, ce sont seulement de nouvelles embauches qui seront admissibles dans le programme, que ce soit pour un spécialiste de développement de marché international ou ce soit pour un représentant commercial. Il faudrait vraiment que ce soit une nouvelle personne qui travaille pour votre entreprise. Je voudrais peut-être juste préciser aussi, je parlais tout à l'heure des honoraires pour un représentant commercial basé à l'étranger qui sont admissibles, mais un consultant qui travaille à temps plein partiel pour vous n'est pas admissible en tant qu'une embauche, parce qu'on parle ici d'une embauche. Il faudrait que la personne travaille à temps plein pour vous aider à développer le marché. Donc, voilà. Parfait. So if I understand correctly, if we have a new employee that's hired to develop a full-time employee,
to develop the Asian market, and namely in the Greater Bay Area, for example, his or her salary would be admissible for the program by Investissement Québec International, correct? That's right, yes. Perfect. That's fantastic news. So I know that we've already passed a few minutes through our presentation. Well, 10 minutes. So due to time constraints, I will stop the panel at this point. I just want to thank you everyone for raising the questions. Like all of our panelists mentioned, and I think that we will be able to circulate the contact information of the panelists at the end of this webinar, so that if you have any other questions that come up in your head afterwards, please feel free to reach out to them. They are more than glad to assist you in order for your expansion in Asia and in Hong Kong and the Greater Bay Area. On behalf of HKCBA, I would like to thank our dear panelists for your fantastic discussion, Christopher, John, Audrey, and Joanne once again. Merci encore une fois à nos commanditaires, Invest Hong Kong, DS Avocats et Investissement Québec International, sans qui cet événement ne sera pas possible. Nous vous invitons à continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'être à l'affût de nos activités. Notre prochain webinaire aura lieu le 3 mars à 13h, intitulé STEM Jobs in Hong Kong, co-organisé par HKCBA Montréal, HKETO et Invest Hong Kong. Pour plus de détails, contactez Jeffrey Bush par courriel montreal@hkcba.com. I just wanted to promote the next event for HKCBA Montreal. That's coming up on the 3rd of March next week, STEM Jobs in Hong Kong, a virtual interactive recruitment event. It's free, it's online at 1 o'clock Eastern Standard Time. It's an event co-organized by HKCBA Montreal, Invest Hong Kong, and HKETO. For any questions, please reach out to montreal@hkcba.com. Jeffrey Bush will be our executive director of the Montreal section. Will be more than glad to answer your questions. And last but definitely not least, a big warm thank you for all of our participants to our webinar today. Merci à tous et à toutes d'être joints à nous aujourd'hui. Nous demeurons disponibles si vous avez besoin des questions par rapport à vos exportations et vos implantations à Hong Kong ou en Asie, en Chine. N'hésitez pas à nous rejoindre et nous ferons le mieux pour répondre à vos questions ou à vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Merci encore pour se joindre à nous. Thank you everyone. Take care, be safe and have a great day. Bonne journée à tous et à toutes.